L'aspect stratégique est important, mais c'est pas ça le plus important. L'humain, faut qu'il soit en avant, toujours. Quitte à faire moins de stratégie pour prendre plus soin de l'humain. Dominique Desmarais, t'es entraîneur-chef du Varéor Hockey. Tu parles beaucoup de plans stratégiques depuis le début. Ouais. C'est quoi les grandes étapes? Culture et structure. On va ressembler à quoi notre programme? Après ça, l'excellence. Ben, l'excellence, c'est quoi? Ben, c'est chaque détail, chaque jour. Je vais résumer ça comme ça. Puis l'autre point, ben, c'est l'engagement. Deuxième point pour partir, ben, c'est le recrutement. Avec qui qu'on veut travailler dans le jour? Quel genre d'individu? Le troisième point, ben, là, ça va être le développement de l'équipe, mais le développement aussi des individus. Puis le dernier point, ben, là, ça va être performance. Le fameux good to great. Puis ce plan stratégique-là, ben, c'est un plan qui est échelonné sur 5 ans. Ça se fait pas en un mois. Ça prend du temps. Tu sais, les objectifs sont des fois difficile à fixer, mais quand tu t'attardes aux actions nécessaires pour y arriver. C'est quel genre d'impact que tu as envie de laisser aux athlètes quand tu coaches? Si tu fais ça pour les bonnes raisons, pour moi, il n'y en a pas de mauvais calibre. Il n'y a pas de mauvaise catégorie. Ces expériences-là, en cours de route, se sont transformées à essayer de nourrir l'autre à la place. Puis c'est vraiment pour ça que je poursuis dans le coaching. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, j'en ai une spéciale pour vous parce qu'on parle de construction. Quand on parle de construction, on parle de bâtir, et bâtir quoi? Des programmes. J'ai la chance de recevoir avec moi quelqu'un qui en a construit 2 et demi, tu me dis, avant même de commencer. Mais là, tu vas en construire un 3e. Dominique Desmarais, bienvenue en studio. Merci. Coach en chef du Varéor Hockey, toute nouvelle équipe qui arrive en 2026. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis j'ai envie de glisser un mot de ça en commençant l'émission. Je suis content de savoir que même des gens qui sont dans le monde du hockey écoutent certaines émissions que je fais, puis la majorité sont dans le football, bien sûr, mais je trouve ça vraiment content, fait que je tiens à le mentionner. Si jamais vous êtes dans d'autres sports ou peu importe, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait plaisir de savoir qui écoute les émissions, parce que on voit juste les chiffres, on voit pas les personnes, donc très, très plaisant de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu voulais... T'avais-tu un mot avant de commencer? Effectivement que j'écoute vos podcasts parce que à travers mon parcours sportif, à travers mon parcours de coaching aussi, je me suis souvent inspiré d'autres entraîneurs, de d'autres sports aussi, que ce soit le football ou même le volleyball. Donc, j'ai plusieurs collègues aussi, des longues discussions de culture d'équipe, de manière d'entraîner ou de gérer des groupes. Donc, c'est vraiment intéressant, là, les podcasts, surtout quand c'est en région aussi. Non, merci, j'apprécie. C'est intéressant que tu me dises ça, par contre, que tu prends le temps des fois de t'inspirer de ce qui est fait dans d'autres sports. Parce que si on regarde vraiment l'art du coaching, j'ai envie de dire, c'est ça se ressemble quand même. Fait que de s'inspirer d'autres sports, d'autres coachs, effectivement, c'est le fun de partager, surtout que on va en parler tantôt, mais tu me dis que la culture, c'est quelque chose de très important pour toi. Vraiment. Fait que, surtout quand on décolle un programme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout quand on décolle un programme. Fait que Dominique, tu connais la formule, mais pour les nouvelles personnes qui vont découvrir le podcast aujourd'hui, chaque personne qui vient sur Le Game On a le droit à une introduction. Donc, voici ton intro. Dominique Desmarais, t'es entraîneur-chef du Varéor Hockey. Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vers 16 ans que tu as ta première expérience derrière le banc des joueurs avec les Aigles de Haut-Richelieu. De 2003 à 2005, tu vas ensuite coacher les Patriotes de Haut-Richelieu. En 2005, tu as ta première expérience dans LHJMQ comme entraîneur adjoint aux Titans d'Acadie Batters. En 2006, tu te joins à l'école secondaire du Triolet. Tu vas être un acteur principal dans la croissance et l'épanouissement du programme Sport-Études Hockey. Pour la saison 2011-2012, tu es l'entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ. 2012 et 2013, tu es l'entraîneur-chef des Cougars de Champlain-Lennoxville dans le Junior 3A. 2013 à 2017, tu retournes au Harfans du Triolet comme entraîneur cadre pour des programmes Sport-Études, aussi pour le Bantam et juvénile féminin.
De 2016 à 2018, tu vas ensuite être entraîneur des Cougars de Champlain-Lennoxville, cette fois-ci au féminin. En 2018, tu es embauché avec le mandat de bâtir le programme hockey féminin de l'Université Bishop. De 2023 à aujourd'hui, tu es l'entraîneur-chef, des Cougars de Champlain-Lennoxville au collégial Division 1 masculin. À travers ta carrière, tu as aussi plusieurs implications nationales avec l'équipe Québec masculin, féminin. Tu vas aussi avoir plusieurs mentions honorables personnelles comme entraîneur de l'année RSEQ au niveau collégial, au niveau secondaire et universitaire, entraîneur recrue de l'année au niveau collégial. Tu vas être nommé au Temple de la renommée du Triolet. Et finalement, le 3 décembre dernier, 2025, tu es nommé le premier entraîneur-chef de la relance du Vert et Or hockey. Dominique, bienvenue sur le Game On. Quel CV, j'ai envie de dire, assez impressionnant. J'ai pas beaucoup l'habitude de voir ça. J'ai l'impression qu'au hockey, vous vous promenez. En même temps, il y a beaucoup plus de programmes, là, mais j'ai l'impression que vous vous promenez vraiment plus qu'au football. Au football, souvent, les gars, ils ont une grosse carrière de joueurs, arrivent coach, ils font quelques programmes, en font pas 28, mais c'est sûr que quand tu coaches depuis que tu as 16 ans, tu as l'occasion d'en faire plusieurs aussi. Là. Effectivement. Mais est-ce que tu dirais qu'en général, dans le hockey, quand tu es coach, tu te promènes pas mal tout le temps comme ça? Ben, t'essayes de toujours améliorer ton sort. Fait que les opportunités, comme moi, tu sais, je suis un entraîneur de carrière. Fait que j'ai commencé vraiment dans le bas de l'échelle, si on veut. Je me souviens, là, ma première expérience, c'était entraîneur adjoint. En fait, ma première expérience, première, je jouais encore. Puis, il y avait une équipe Midget B qui s'entraînait avant notre entraînement, nous autres. Puis, le monsieur, qui était un commanditaire, il était en charge de l'équipe. Puis, il m'avait demandé d'aller faire les pratiques, un peu comme un joueur-entraîneur. J'étais capitaine de mon équipe junior. Puis là, j'embarquais sur la glace. Puis, je donnais un coup de main à ce moment-là. Ça a commencé comme ça. J'avais 17 ans à ce moment-là, tu sais. Puis après ça, ben là, tu pognes la passion, puis là, tu te dis, bah, ben là, moi, j'aimerais ça coacher là, puis j'aimerais ça faire ça, puis j'aimerais ça faire ça. Puis là, fait que là, tu t'impliques, t'es passionné, là, il y a des contacts ton réseau de contacts s'élargit. Puis là, il y a toujours des opportunités. Fait que des fois, on a l'impression qu'on se promène, mais à travers de ça, tu sais, c'est comme, c'est un cheminement, puis tu vas chercher des expériences différentes, puis t'essaies d'augmenter le calibre de jeu, t'essaies de te rapprocher du plus haut niveau possible, t'essaies de te rapprocher où tu vas avoir encore plus de tâches, puis donc un meilleur salaire aussi pour essayer de gagner ta vie. Mais moi, quand j'ai commencé, je me souviens, là, ici à Sherbrooke, dans mes premières opportunités, c'était pas assez pour faire... c'était bon pour les 3 premiers mois. Donc, ben, c'est ça. Bon, oui, effectivement, quand tu as des opportunités, tu essaies de les prendre puis de bâtir ton CV un peu puis ta crédibilité à travers ça. Est-ce que dans le hockey, quand tu es coach, y arrive-tu un moment où est-ce que tu es comme bloqué dans le sens que, tu sais, on s'entend que le grand rêve, c'est la NHL. Ça, c'est sûr que tu veux coacher au plus haut niveau. Je pense que tu as envie de pousser jusqu'à la NHL. Mais ce que j'ai l'air de comprendre, c'est qu'à partir d'un certain niveau, ça te prend une certaine crédibilité. Ça, il faut que tu sois capable de la bâtir. Peut-être là, le but aussi d'avoir un grand CV. Mais comme, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que ça peut arriver, justement, que tu bloques? Tu sais, exemple, dans la NHL, la majorité des coachs, ils ont eu un gros nom avant d'être coach. Est-ce que c'est un peu la même affaire quand tu arrives, mettons, dans des situations comme au Hockey Québec, tu sais, à la JMQ? Ben, ça dépend du profil que tu as, puis ça dépend des rôles qui sont proposés, puis ça dépend des besoins aussi de l'organisation qui veut t'embaucher. Ça dépend où est-ce que le programme est rendu, ça dépend, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui influencent un peu les décisions. Par rapport à est-ce que des fois on peut arriver bloqué, ben ça se peut des fois qu'à travers ton parcours, tu te dis, bon, c'est quoi ma prochaine étape? Puis ça se peut que tu saches pas encore. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se développe. Puis ça se peut que non aussi.
Fait que là-dedans, il faut vraiment que si tu fais ça pour les bonnes raisons, pour moi, il n'y en a pas de mauvais calibre. Il n'y a pas de mauvaise catégorie. Quand l'humain est au centre de tout ça, tu peux t'impliquer dans j'ai moi-même coaché Pee-Wee, puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec le groupe qui était là, avec les adjoints qui étaient là. J'ai coaché au féminin. J'ai eu beaucoup de plaisir avec les jeunes athlètes qui est dans ce groupe-là. Ensuite de ça, ça a été un petit peu la même affaire dans des catégories peut-être qu'on voit inférieures, mais ça reste que tu vas tout le temps chercher quelque chose quand même. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant que tu me dises ça parce que le hockey, c'est des longues saisons. Mm-hmm. Puis, tu sais, le foot, tu sais, c'est 12 mois. Mettons, sur 12 mois, tu t'entraînes 9 mois, t'en joues 3. Ouais. Mais les 3 que tu joues, le trimestre que tu joues, il est assez intense. Ah, exact. Ou est-ce qu'au hockey, j'ai l'impression que c'est beaucoup séparé, tu sais, sur la moitié d'une année puis la moitié de l'autre, tu sais. Ouais. Fait que t'as pas le choix de le faire pour les bonnes raisons, je pense. Mm-hmm. Mais c'est intéressant que tu me dises ça, tu sais. Peu importe le niveau où il y a le côté humain qui est très important. Mm-hmm. Vraiment. C'est intéressant. Ton premier rôle de coach, c'était avec les Aigles de Haut-Richelieu. Ouais. J'ai envie que tu me ramènes au début. Est-ce que tu te rappelles, en fait, des premiers moments quand tu étais derrière le banc? En fait, raconte-moi un peu, c'était comment ta première expérience? Ben, moi, là, j'ai été chanceux parce que, tu sais, la passion du hockey m'a été transmise par mon père. Mm-hmm. Mon père a joué aussi, puis moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, je dis ça parce que c'est plus facile, mm-hmm. mais dans les faits, je viens de Saint-Angèle-de-Mont-Noir, qui est un petit village de 500 habitants, puis nous, sur notre terre, on avait un lac. Fait que je patinais à tous les soirs, mais je jouais déjà au hockey tout le temps. L'été, je jouais au hockey, je jouais un peu au soccer aussi. Mais cette passion-là, elle a grandi, puis ça a tombé que j'étais quand même bon au hockey. Fait que il a fallu que je me rapproche de Saint-Jean-sur-Richelieu pour jouer élite dans le 2A et tout. Puis il y a un entraîneur Bantam qui m'a vraiment marqué. Vraiment là que c'est un modèle pour moi. Puis je me souviens qu'à l'âge bantam, je revenais à la maison puis je prenais en note des exercices. Puis dans ma tête, c'était comme moi, un jour, je vais coacher. Aussitôt que ça? Ouais, vraiment. Vraiment. C'était vraiment quelque chose... moi, je c'est ce que je voulais faire. Puis, où ce que j'ai eu vraiment le déclic, c'est pendant le Grand Verglas, en 98, où nous, on était dans une zone sinistrée. On a été hébergés ici, en Estrie, à Bromptonville, à l'école secondaire Bromptonville, où là, j'allais pas à l'école nécessairement parce qu'on était sinistrés. Puis là, pour m'impliquer, les frères du temps, ils m'ont demandé, vu que je jouais au hockey, je jouais midget 2A, puis ils m'ont demandé, tu voudrais-tu t'occuper un peu de l'entretien de la glace des soirs? Fait que j'arrosais la glace. Puis là, je voyais qu'il y avait des groupes qui jouaient, puis il y avait un des frères qui dit, viens m'aider avec le groupe de secondaire 1. Fait que j'ai fait ça pendant comme 2 semaines de temps à entraîner des petits secondaires 1, puis essayer de transmettre ce que je pensais qui était le coaching. Puis là, on faisait des matchs inter-équipes. Puis je me souviens d'être revenu chez nous puis d'approcher mon organisation, les Aigles de Saint-Jean, de dire moi je veux coacher là. Puis là ça a parti là. Fait que l'année d'après, moi je jouais encore là à ce moment-là, j'avais passé par le junior 3 un petit peu. Puis j'étais revenu comme jouer le junior 2A, j'étais capitaine dans le junior 2A de ma ville. Puis là je m'impliquais avec une équipe midget B, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis j'embarquais sur la glace en équipement juste après notre entraînement. Puis là j'aidais des joueurs sensibles presque de mon âge. Puis quand moi je voyais venir un peu la fin du hockey là, parce que je suis vraiment un passionné de hockey. Puis je trouvais ça triste que ça arrête. Fait que là je me disais moi je vais commencer à coacher. Fait que l'année suivante, j'ai donné mon nom pour être assistant-entraîneur dans le Bantam 2B. Puis là, il y a un coach qui est un parent bénévole qui était là puis qui m'a accompagné dans mes 2-3 premières années. Fait que j'ai fait 1 an comme, adjoint Bantam 2B. Puis là, j'ai fini de jouer au hockey cette année-là. Puis l'année suivante, j'ai comme pris l'équipe Midget 2B, qui était le même groupe, Midget 2B, dans ma ville. Puis lui, on était comme coach associé. Fait que là, je m'occupais pas mal de toutes les stratégies hockey. Puis lui, il s'assurait de gérer le reste de l'équipe. Puis c'était lui qui était l'entraîneur-chef. Puis moi, on était comme
co-coach, si on veut. Puis l'année suivante, ben là, j'ai pris le midget 2A en charge. Là, j'avais 22 ans. Puis, oh my God! Ouais, puis c'est à partir là. Puis là, je me suis impliqué dans plein de trucs, puis essayer d'aller chercher mes classes, parce que là, veux pas, faut que tu te formes, faut que tu aies des accréditations avec la fédération, soit Hockey Québec, ensuite de ça avec Hockey Canada. Fait que dans mon jeune parcours, je suis allé chercher, puis là, je me souviens là, d'être quand même tannant avec mon organisation pour aller chercher, exemple, haute performance 1, où ce qu'il faut que tu sois référé, mais là, comme j'étais un coach, je voulais pas m'envoyer. Puis là, finalement, à force de pousser, ben, j'ai été capable d'avoir ces accréditations-là. Puis là, je prenais tout ce qui passait, toutes les jobs de groupe leader avec Team Québec, bénévolement, let's go, je faisais tout. Fait que c'est de même que j'ai augmenté aussi mon réseau, puis que j'ai pris de l'expérience. Je me souviens même, dans mes premières années de coach, j'allais donner un coup de main au sport-études à Laval avec Georges Vanier, avec Éric Plourde, qui est encore un ami, qui est dépisteur maintenant pour Shawi. Puis j'allais là, je partais à 5 heures le matin pour pas pogner le trafic, puis je faisais 2 pratiques par semaine, plus mon équipe. Fait que ouais, c'est comme ça que ça a décollé. Hein. Aïe aïe! L'implication, c'est malade. Ouais. C'est à partir de quel âge, tu disais, tu voyais la fin arriver du hockey? Ouais. Tu sais, mettons, là, on va être réaliste. On n'a pas envie de briser les rêves de personne, mais il faut être réaliste, je pense, c'est important. C'est à partir de quel moment tu penses que c'est un make or break là, pour un jeune? Ben, ça dépend de ce que tu joues, ça dépend où t'es rendu dans ta carrière. Tu sais, dans mon cas, à moi, tu sais, j'ai eu la chance de jouer junior 3A quand même tôt, à 17 ans. J'aurais pu continuer vers le junior majeur. J'avais été invité à un camp, je suis pas allé. Je l'ai regretté pendant plusieurs années. Moi, j'étais pas comme rendu là dans ma tête nécessairement par rapport au hockey. Puis là, après ça, je me suis dirigé vers le junior 2A où j'exerçais un rôle de leadership, vraiment d'influence dans mon équipe, mais je voulais coacher, fait que tu sais, j'ai rapidement mis ma carrière de joueur sur ben tu sais, ça va être ça jusqu'à 21 ans, puis après ça, ben moi je vais continuer à coacher par la suite. Mais j'ai des amis qui ont le même âge, qui eux ont eu la chance de jouer junior majeur, puis qui ont pris leur retraite v'là 2 ans. Donc qui ont continué vers le hockey professionnel, mais pas nécessairement à la Ligue nationale, mais qui ont joué en Europe, puis ils ont continué de jouer dans des très, très, très hauts niveaux pendant plusieurs années. Donc, ça dépend. Il y a pas une route qui est parfaite, mais j'arrête pas de dire que moi aussi, je fais du hockey professionnel comme lui. C'est juste que je coach. Exact. Mais ça, c'est vraiment intéressant, puis je pense que ça, c'est l'évolution du hockey. Super cool de ce côté-là. Je sais pas s'il y a un autre sport qui est plus développé en termes de ligue professionnelle. Dans le sens que, tu sais, on connaît tous la NHL, mais c'est très nord-américain. Mais tu sais, tu vas en Europe, ça a l'air que quasiment tous les pays, bon, pas tout égal, mais ont des ligues qui peuvent être très bonnes. Tu peux être payé à jouer ton sport. 100%. En Russie, ils ont une des meilleures ligues aussi professionnelles au monde. Fait que ça, c'est intéressant, là. Surtout que tu sais, les gars, ça joue jusqu'à comme si ça jouait dans la NHL pendant... La maturité hockey, on dit que c'est entre 27 et 30 ans. Donc... ça, c'est intéressant. Il faut jamais oublier que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Souvent, on regarde les joueurs de 15-16 ans, mais la maturité de hockey est comme 10 ans après. Fait que c'est pour ça que ça prend des opportunités un peu comme ce qu'on s'apprête de bâtir pour des joueurs, justement, qui sont peut-être pas rendus là à 20 ans, 21, 22, mais qui vont avoir des opportunités de continuer de se développer physiquement, puis de justement, d'avoir une carrière avec un baccalauréat en poche, puis d'être capable de poursuivre peut-être 2, 4, 6, 7 ans de hockey professionnel. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'on est là dans l'émergence là, du réseau universitaire. Là. C'est vraiment intéressant ce qui s'en vient. Effectivement. Puis en plus que là, les ligues se développent et tout ça. Trois-Rivières viennent de gagner le championnat. Tout à fait. Puis Concordia, que les côtés féminins et tout ça. Fait que ça, c'est... On voit vraiment l'émergence du sport. Ça, c'est vraiment cool. Mais une chose que moi, j'ai toujours trouvé un peu fascinant du hockey, depuis que je suis jeune, mon père, il a arbitré longtemps au hockey. Fait tu sais, on allait souvent voir tu sais, je suis un gars de Saguenay, on allait voir les Saguenay. On allait voir aussi le Phoenix quand on est arrivé à Sherbrooke. Puis
une chose que moi qui me fascinait, que j'étais comme les gars, là, ils ont 15, 16, 17 ans, puis mettons, ça se rend jusqu'à 20. Puis à ce moment-là, quand tu joues dans la GMQ, tu peux te faire trader, tu peux te faire repêcher, tu peux te faire... comme... Puis là, tu me dis que ces gars-là, même s'ils ont le potentiel ils vont jamais atteindre le potentiel, le vrai potentiel, avant quasiment 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est à une condition, c'est qu'il y ait ces opportunités-là de pouvoir l'atteindre. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, le pourcentage de joueurs qui jouent dans les ligues juniors puis qui vont monter dans les ligues professionnelles, ben, je peux pas établir le pourcentage exact. Mais je sais que l'entonnoir rétrécit beaucoup parce qu'à partir des ligues professionnelles, ben là, l'échantillonnage est plus de 2, 3, 4 ans. Là, c'est à partir de, mettons, 19 ans jusqu'à leur retraite. Fait que des opportunités puis des places de disponibles, il y en a beaucoup moins que le nombre de joueurs qui graduent puis qui aspirent à monter. Fait que, effectivement, qu'un jeune joueur, puis on le voit là, avec le Canadien de Montréal, on le voit avec n'importe lequel, il y a des jeunes joueurs dans l'équipe des Canadiens qui vont atteindre leur plein potentiel dans 3, 4, 5 ans. C'est difficile à définir. Le potentiel, c'est une espèce de projection, mais il faut qu'il y ait les ressources alentour pour que, justement, que ça puisse éclore. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'avais cette discussion-là. Mon père, justement, si tu parles des Canadiens, c'est un super bon exemple. L'équipe vraiment jeune, là, tu sais, les gars, tu sais, je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge, mais ils sont tous dans la vingtaine, tu sais. Puis, fait que l'affaire qui est intéressante, c'est qu'eux, justement, ils ont tous signé, mettons, à long terme. Fait que, tu sais, ça leur donne le temps de se développer tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant, mais, tu sais, c'est... même pour les équipes, là, les GM et tout ça, c'est des gros... comment je dirais ça? C'est un... tu prends une chance vraiment, hein? Vraiment. C'est fou, là. C'est vraiment une chance parce que, tu sais, en plus, ils marchent avec des choix au repêchage. Fait que tu peux repêcher un joueur en première ronde qui va peut-être jouer 5 matchs, puis tu peux repêcher un joueur en 6e ronde qui va être ton meilleur joueur dans 3-4 ans. Tout dépend, tu sais. J'aime... Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. C'est comme le popcorn. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Non? Popcorn, là, quand t'es mis dans un chaudron, ben, ils sont tous exposés à la même chaleur. Mais il n'y en a pas un qui éclore en même temps. Il n'y en a pas un qui pète en même temps. Ça dépend, tu sais. Ça dépend. Fait que c'est un peu la même affaire dans le sport en général. Tu sais, les joueurs du Canadien sont tous exposés au même coaching, sont tous exposés à même, à peu près la même charge ou la même charge d'entraînement, puis les mêmes défis. Puis il y en a un à travers qui il va se développer à une certaine vitesse, puis il y en a un autre que ça va être plus long, puis il y en a un autre qui ça lèvera jamais. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, puis c'est la même chose quand tu construis un programme. T'sais, tu recrutes avec ton œil de recruteur, puis tu dis, lui, il a du potentiel, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Puis peut-être que ça arrive plus vite qu'on pense, puis peut-être que ça arrive jamais, on ne sait pas. C'est à travers le cheminement que tu te découvres, c'est ça. Puis après ça, c'est de regarder, mettons, avec qu'est-ce que toi, tu peux lui offrir pour qu'il atteigne ça. Puis, c'est intéressant, ça. J'ai envie de te parler de stratégie tantôt. Je viens d'un sport qui est le football où, ben, chaque nouveau coup de sifflet, il y a une nouvelle stratégie pour gagner le jeu d'après. Au hockey, c'est beaucoup d'action-réaction, c'est beaucoup de guts, d'instinct. Mais tu as parlé de stratégie. Y en a-tu tant que ça, des stratégies au hockey? Je suppose qu'il y en a. Il y en a assurément moins qu'au football, mais effectivement qu'il y en a. Habituellement, ces stratégies-là sont soutenues par des principes. D'où l'importance des lectures de jeu puis le développement de l'intelligence en jeu. Parce que c'est jamais la même situation qui est proposée. Je suis pas un expert en football non plus. Je présume que offensivement, il doit y avoir des lectures en défensive aussi, il y a des lectures. Au hockey, ben des fois ça peut paraître un petit peu plus vague, mais il y a aussi un peu des mises en jeu où ce que tu peux être hyper structuré en avantage numérique, en désavantage numérique, sur ton échec avant, sur ton repli défensif, sur tes relances, sur tes entrées de zone.
mais c'est toujours basé sur des principes de, exemple, support au porteur, de vitesse, de lecture de l'espace. Donc, est-ce que ça va être une entrée en contrôle? Est-ce que ça va être un placement de rondelle? Est-ce que ça va être une récupération de rondelles libres? Est-ce que ça va être un jeu sur la bande, en anglais on dit un wall play, où on va avoir besoin de plus de support, d'un support approché? Donc, mais oui, toutes ces petites phases de jeu-là sont structurées, puis sont entraînées aussi. Fait que, oui, le cahier de jeu, il y a quand même plusieurs pages où on doit passer justement là, chaque petite phase puis chaque petite situation. S'il arrive ça, voici comment on réagit. S'il arrive ça, voici comment on réagit. Ce qui est différent avec le hockey, mettons du football, que je présume, c'est que on n'est pas nécessairement en mesure, comme entraîneur, de contrôler le jeu tant que ça. Dans le sens que on les entraîne, on les guide, on propose des solutions puis des orientations. Puis là, ben quand que ça décolle, ben c'est là, ça dépend de la pression que tu reçois, ça dépend de l'espace, ça dépend de la lecture, ça dépend de la perception que le porteur de la rondelle a ou le non-porteur qui essaie de l'enlever, exemple. Donc, ça dépend de son positionnement, ça dépend de la vitesse que le joueur s'en vient ou t'attaque. Donc, mais c'est de tout mettre ça en place, là. Fait que, si je comprends bien, mettons, un bon joueur qui, mettons, il a un grand IQ hockey, c'est un joueur qui est capable de comprendre ces situations-là quand il arrive, mettons. Ben pour ouais, les exécuter. Tu sais, dans le développement de l'intelligence en jeu, ben c'est toujours en fonction, de la prise d'information. Qu'est-ce que lui est capable de prendre comme information, puis aussi qu'est-ce qu'il se souvient, parce que c'est un jeu qui est rapide. Fait qu'exemple que j'ai un joueur qui patinait dans cette direction-là, ben si je l'oublie qu'il était rendu là, ben ça se peut que dans une fraction de seconde, il soit rendu sur toi. Si j'ai la rondelle, puis un joueur qui était à gauche, puis que je m'en souviens plus, ben cette option-là, elle va être difficile d'orienter ma décision. Fait que la phase d'après, ben c'est ma prise d'information, mais c'est ma prise de décision. Puis là, la prise de décision, ben c'est en fonction justement avec le positionnement de mes joueurs, avec le positionnement de l'autre équipe, la vitesse, l'espace. Puis là, il faut que tu exécutes rapidement. Faut que tu exécutes la bonne chose. Fait que un joueur, mettons, exemple, Sidney Crosby, que tout le monde connaît, ben ces trois phases-là, fait que ça en une fraction de seconde. Sa prise d'info, sa décision, son exécution, c'est fait à la perfection. Lui qui a un petit peu moins de sens du jeu, ben des fois, il va peut-être avoir plus de difficultés à exécuter. Il va peut-être avoir moins de choix dans son répertoire de jeux personnels pour décider de la bonne réponse, ou peut-être que ça va être simplement, il n'est pas en mesure de prendre les bonnes informations. Donc, c'est un peu ça qu'on a à développer, là. Quand tu parles on a un peu moins le contrôle de ce qui se passe une fois que la puck est droppée, c'est sûr qu'après ça, tu peux pas contrôler la réaction puis le jeu de chaque personne. Mais, tu sais, j'écoutais C'est moins direct. Ouais, c'est ça, c'est moins direct. Mais, tu sais, une chose qui fait beaucoup partie du hockey, là, c'est les fameux brawls, tu sais, après le sifflet. Tu sais, je suis curieux, tu sais, ça, t'as pas le contrôle là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions, puis ça fait partie du sport. Mais en tant qu'être coach, là, tu sais, comment qu'on réagit à des situations de même, tu sais, quand ça se met à se pogner, puis tu sais, je sais que ça dépend aussi du type de match, type c'est en playoff, pas en playoff, whatever, mais là, au moment où est-ce qu'on enregistre, c'est playoff de hockey, là, puis ça brasse, là, en tabarouette, là. Fait que, tu sais, t'as aucun contrôle là-dessus quand t'es coach, là. Tu peux rien dire, là. C'est comme... Ben, t'as pas de contrôle sur le moment présent, mais t'as du contrôle dans l'avant, dans la préparation, parce que c'est pas une surprise. C'est sûr que ça arrive. C'est ça, ouais. Fait que t'as un contrôle au niveau de la gestion de l'intelligence en jeu. Fait qu'il y a un travail, là, puis ils ont pas parlé de ça avant le match, là. On parlait de ça la veille, la semaine d'avant, puis le mois d'avant. Quand en série, tout le monde sait que le niveau d'émotion augmente. Puis là, il faut que tu restes en contrôle. Puis il faut que... Puis, tu sais, j'écoute, exemple, Martin Saint-Louis qui parle d'être calculé. Mais c'est ça que ça veut dire. Tu sais, ce que tu fais, dans quoi tu t'engages, ça va coûter quoi?
Puis ça, c'est la gestion de l'intelligence, de l'intelligence émotionnelle. Fait que tout ça, ça se prépare d'avance. Puis après ça, faut aussi que tu portes une attention particulière à l'après, parce qu'il y a des conséquences à ça. Puis là, tu vis avec. Fait que c'est soit que tu as peut-être un avantage numérique, tu as peut-être un désavantage numérique, tu as peut-être gagné un momentum, si on veut. Tu l'as peut-être perdu à cause de ça. Peut-être que ça l'a déconcentré certains de tes joueurs. Peut-être que ça l'a stressé d'autres joueurs. Donc, il faut que tu aies un plan aussi pour faire en sorte que ces joueurs-là restent dans la bonne zone. De pas être trop bas, de pas être trop haut. Puis, tu sais, il y en a qu'on s'entend qui ont le type de joueur que justement tu veux qu'ils se pognent un peu, genre. Ben, il y en a qui connaissent leur rôle, mais tous ces trucs-là, ben, sont définis d'avance, puis sont discutés. Puis c'est là que la préparation, tu sais, je regarde justement l'équipe adverse au Canadien, au moment où on se parle, c'est le Lightning. Avant le match numéro 2, l'entraîneur avait déjà dit qu'on va sortir un peu plus fort physiquement, c'est un peu ça que ça voulait dire. Je dis pas que tout est calé dans la chambre ou dit dans le champ, mais les gars, ils savent. Ils connaissent leur rôle, puis ils ont été guidés vers ça à travers toute la saison, à travers plusieurs saisons. Fait que, tu sais, un gars comme Jacky, il sait qu'il jouera pas sur l'avantage numérique, puis il sait qu'il faut qu'il s'implique physiquement. Puis il sait quand tu es impliqué physiquement, il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à ça aussi. Effectivement, ouais, effectivement. Puis aussi, c'est là, ils sont rendus à un point où est-ce que t'es tous les gars, surtout quand tu commences à avoir plusieurs années d'expérience dans la ligue, t'es un adulte, t'es un vétéran. Fait que là, c'est là que l'idée du rôle arrive. Exactement ça. C'est quoi les apprentissages que tu voulais aller chercher? L'expérience que tu voulais avoir quand tu es allé coacher dans la JMQ? Je rappelle, tu as été au Titan de Cathy Batters, puis ensuite tu as été au Voltigeur de Drummondville. Oui, exact. À cette époque-là de mon coaching, quand je suis allé, ma première expérience, c'était un peu une opportunité qui s'est présentée sans nécessairement que je l'ai projeté. Dans le fond, j'étais allé au camp, moi, comme coach invité. T'avais même pas rapport... Non, j'étais allé au camp. Moi, dans le fond, je donnais un coup de main au recrutement à un des dépisteurs. J'avais même pas le titre de dépisteur, j'étais pointeur. Vu que je coachais midget 2A, j'avais la chance, tu sais, il y en a un qui est... Tu le connais-tu? Puis je nommais des noms comme ça. Puis là, un jour, je me présente, j'allais voir, dans le temps, le camp d'équipe Québec était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, j'allais voir toutes les pratiques. J'étais assis dans les estrades, puis je prenais toutes les drills en note, puis tu sais, j'étais vraiment un passionné. Puis, quand j'ai fait mon premier niveau haute performance numéro 1 avec Hockey Québec, dans mon groupe, il y avait Sylvain Couturier, le père à Sean Couturier, qui est encore directeur général au Cap-Breton encore aujourd'hui. Puis Sylvain était adjoint au directeur général à Batters. Puis moi, j'y avais lâché ça de même parce qu'on était au camp de Team Québec, j'étais assis à côté. Puis je l'avais rencontré au Haute Performance. J'ai dit, moi, si tu cherches un coach, là, je serais intéressé. Fait que il m'appelle une semaine après, il dit, nous autres, on cherche pas un coach, on cherche quelqu'un pour le camp. Ça dure une semaine. Fait que moi, j'avais pris une semaine de vacances à mon travail. Puis je suis monté au Nouveau-Brunswick, puis là, je suis allé faire ça. Puis là, j'ai coaché les matchs hors concours. Puis suite aux matchs hors concours, le coach en chef, qui était quelqu'un de Sherbrooke, qui est Mario Durocher, d'ailleurs, un ancien de l'Université de Sherbrooke. Mario m'avait demandé, t'aimerais-tu ça rester? Puis là, à ce moment-là, ça n'a pas marché. Puis ils m'ont rappelé quelques semaines plus tard pour que j'aille poursuivre la saison. Je suis revenu chez nous. Puis quelques semaines plus tard, j'ai retourné au Titan finir la saison comme deuxième adjoint. Puis à ce moment-là, j'étais presque pas payé. Il payait, je pense, une famille de pension, mes repas, c'est tout. Puis dans le fond, j'ai commencé à coacher dans la Ligue junior majeure. À ce moment-là, j'avais 24 ans. Ouais. Hyper jeune. Trop jeune. J'étais pas prête, pas du tout. Pas du tout, mais ce que je suis allé chercher là, c'est comme, OK, c'est ça le plus haut niveau. Fait que je suis allé là vraiment en observateur. Là. Je peux pas dire que j'ai influencé un joueur dans dans ce moment-là parce que, tu sais, mes lectures étaient pas, ils étaient moins bonnes que les joueurs, là. Tu sais, il y aurait eu un joueur qui aurait pu prendre ma place puis qui aurait été probablement meilleur que moi. Mais en même temps, j'ai appris avec des coachs d'expérience
l'expérience. Puis là, j'ai appris le vidéo à ce moment-là. J'ai appris comment gérer. Il y a eu un congédiement dans cette année-là. Fait que j'ai vécu un premier congédiement très tôt dans ma carrière. Mais moi, j'ai pas été congédié. L'entraîneur-chef a été congédié. Puis là, les adjoints, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé. Puis là, mon rôle a changé pendant l'année. Puis là, il a fallu que je m'ajuste puis que je réagisse à ça. T'es pas chez vous. Puis là, l'année suivante, ben là, moi, je suis revenu chez nous. Puis tantôt, tu parlais, là. Puis là, quand je suis revenu, j'avais rien. Je savais même pas que j'étais pour coacher même le midget 2A que j'avais l'année d'avant. Parce qu'il n'avait pas nécessairement re-signé mon contrat. Puis, quand je suis monté là-bas, il y avait comme un plan que je m'en aille un peu dans le Junior 3. Finalement, c'est pas arrivé. Puis Mario Durocher m'a présenté Jeux de Vallée. Puis Jeux de Vallée cherchait un coach au sport-études. Puis il m'a engagé. Puis je me suis ramassé ici à Sherbrooke dans un appartement 1,5 à gagner pas beaucoup pour coacher le secondaire 1 puis le midget à sport. Puis là, c'est la première fois que je gagnais ma vie à temps plein dans le hockey. Ça, c'était en 2006. Fait que c'est ça. Wow! Puis là, après ça, ben là, veux pas, quand t'es à temps plein, mais tu te dis, crème, moi, serait-tu possible que j'aille dans le junior majeur? Puis je l'avais déjà vécu, fait que je voulais le revivre. Puis là, je suis retourné avec les Voltigeurs de Drummondville. Puis avec les Voltigeurs de Drummondville, là, j'avais un rôle de premier adjoint. Là, c'était complètement différent. Puis à cette époque-là, ben là, j'avais une jeune famille, puis c'était un petit peu plus difficile à gérer et tout. Puis ensuite de ça, je suis revenu m'occuper justement là, en chef avec les Cougars du Collège Champlain quand Jude est parti au Phoenix de Sherbrooke. Puis là, je suis tombé en charge justement du programme des Harfans. Wow, OK, ouais. Ça, c'est un super beau cheminement. Là. Fait que ce que je voulais aller chercher, ben dans le fond, c'est un peu comme tous les jeunes coachs. Là. Tu veux te former, mais tu veux coacher le plus haut niveau. Tu veux être avec les meilleurs athlètes. Tu veux faire partie d'une organisation. Fait que j'avais la chance de pouvoir y aller sans trop calculer un peu les effets collatéraux. Tu sais, moi, mettons, à ce moment-là, je venais de m'acheter une maison. Mon garçon avait 2 ans, ma fille avait 6 mois. Puis là, quand tu coaches junior majeur, là, c'est comme temps plein, 7 jours par semaine, presque 24. Fait que là, j'étais comme un peu entre les deux. Puis c'était quand même une situation pas facile au niveau personnel. Puis là, d'un autre côté, tu vis un peu le rêve. Là, fait que c'était comme moi. Exact. Aïe, aïe. Ça, c'est vraiment malade. C'est quoi, tu dirais que c'est quoi que cette expérience-là t'a vraiment fait apprendre sur toi? Moi, il a fallu que je fasse un choix un peu familial. Puis, ce que ça m'a fait apprendre, c'est à quel point la famille, c'est important. Mettons au niveau personnel, de pouvoir être là, de participer au moment quand c'est important, d'accompagner ta conjointe, de pouvoir voir tes enfants grandir. Pour moi, c'est un choix que j'ai fait, puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai décidé à cette époque-là de peut-être mettre ça sur on the side, sachant pas trop ce qui s'en venait, puis de prendre l'expérience, un autre type d'expérience en gestion, puis notamment justement dans la construction de programmes et tout. Puis finalement, ben j'ai appris que si j'avais la chance de rediscuter avec moi-même, d'être patient. Parce qu'une carrière, c'est long, ça se décide pas en 1 an. Puis les choix que tu fais, des fois, tu penses que c'est pas les bons. Puis finalement, ils t'amènent dans un autre chemin. Puis il y a encore des affaires qui sont plus belles qui se présentent en avant de toi. Là. Fait que chaque opportunité, elle a son lot d'expérience qui te nourrit. Là. Non, 100%. 100%. Ouais. L'affaire qui est intéressante aussi, c'est que dans ton CV, j'ai remarqué que tu avais une référence qui est Dominique Ricard, qui a été DG, je sais pas s'il est encore DG actif au Voltigeur. Il n'est pas DG actif présentement, il travaille au RSEQ. OK, intéressant. Ouais. Mais c'était pas un peu l'impact que tu as laissé un peu à l'équipe? Je suis curieux de savoir, pourquoi tu coaches? C'est quel genre d'impact que tu as envie de laisser aux athlètes quand tu coaches? Quand j'ai commencé, je coachais pas nécessairement pour... quand j'ai commencé, j'essayais de nourrir Dominique Desmarais.
j'essayais d'aller chercher de la reconnaissance, puis d'essayer de coacher le plus haut niveau, de me prouver à moi-même. Puis, ces expériences-là, en cours de route, se sont transformées à essayer de nourrir l'autre à la place. Puis c'est vraiment pour ça que je poursuis dans le coaching, parce que je sens que je peux accompagner des gens, oui, au niveau sportif, mais au niveau humain surtout. Je peux vraiment faire une différence. Des fois à petite échelle, des fois c'est des petites choses, des fois c'est des grandes choses, mais de créer des liens, puis de voir qu'un individu qui est à la prime abord, cet individu-là, quand il arrive, c'est un joueur, mais qui devient quelque chose d'autre, qu'on crée un lien de confiance, qu'on établit des relations positives, qu'on fait cheminer. Des fois, c'est pas tout le temps plaisant, mais tu fais cheminer puis tu fais réfléchir. Donc, c'est vraiment ça que je vais chercher dans le coaching maintenant, c'est de pouvoir accompagner des gens dans leur passion, mais aussi dans leur futur. Puis, tu sais, je suppose qu'il doit y avoir une différence quand tu coaches des jeunes puis quand tu coaches des plus vieux, tu sais. Je sais pas trop c'est quoi les âges par cœur, mais quand tu coaches Pee-Wee, que les jeunes sont quand même jeunes, puis tu sais, après ça, t'arrives dans une équipe midget, tu sais, c'est un art, là, de coacher ces deux niveaux-là. Absolument. Là. Mais il y a une affaire qui change pas. C'est d'apprendre à les connaître. C'est d'apprendre. Si tu veux les influencer, il faut que tu apprennes à les connaître. Fait qu'ils vivent pas les mêmes choses, ils sont pas rendus au même stade de la vie, mais ils ont quand même une personnalité. Ils ont quand même il y en a qui sont gênés, il y en a qui sont réservés, il y en a d'autres qui sont extravertis, il y en a d'autres qui sont excités, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus wild. Fait que quand tu apprends à les connaître, ben tu peux avoir une influence sur un plus jeune qui est pas rendu à la même place, puis qui va perdurer dans le temps. Puis que le prochain coach qui va le pogner au midget, ben c'est peut-être ton influence qui va faire que ce coach-là, que ce joueur-là, cet étudiant là va être bien orienté. Mais c'est la même chose au midget pour le prochain niveau. Puis c'est la même chose rendu adulte. Ils ont chacun une personnalité, ils ont chacun une saveur d'étudiants athlètes, ils ont chacun quelque chose. Puis c'est fou à quel point ces individus-là, ils t'apportent aussi en même temps. Parce qu'ils te font cheminer, puis veux pas, tu rentres chez vous le soir, puis là, tu te questionnes sur ton type de leadership, sur toi, ta personnalité, je l'ai-tu géré comme faut. Fait que là, veux pas, le lendemain, ben, tu whoop une autre conversation, puis là, ça l'ouvre des horizons, puis ça te permet d'en apprendre plein sur toi. Fait que, tu sais, je trouve que les deux, c'est vrai, moi, je vois ça comme vraiment une équipe, là. Autant que les athlètes te font grandir, que toi, tu as l'opportunité de les faire grandir aussi. C'est vraiment beau quand tu le partages. Ghislain Leblanc, que tu dois sûrement connaître, il était à Bishop. Quand il est venu sur le podcast, c'est une des choses qu'il m'avait partagé, puis j'avais trouvé ça vraiment inspirant. Il m'avait dit, tu sais, une chose que moi me marque de côtoyer ces athlètes-là, c'est que ils peuvent, même à l'âge que je suis rendu aujourd'hui, ils peuvent m'en apprendre beaucoup. Ah oui, vraiment. Fait que je trouve ça vraiment le fun que tu le partages de cette façon-là, parce que il y a une côté communication. Tu sais, à quel point c'est important la relation entraîneur-joueur, tu sais. C'est un peu... moi, je pense que c'est le fondement du coaching. Tu sais, le coaching, c'est quoi? Tu sais, le coaching, c'est d'être capable d'influencer quelqu'un ou une situation. Que ce soit positif ou négatif. C'est d'être en mesure d'influencer. Parce qu'en bout de ligne, la game, elle appartient aux joueurs. La game, c'est pas moi qui la joue, la game. Là. Quand la rondelle elle tombe sur la glace, c'est les 5 qui sont là. Puis quand ils vont partir du programme ou quand ils sont pas avec toi, ben c'est eux qui prennent les décisions. Fait que toi, t'espères de les guider le plus positivement, puis de leur amener le plus d'outils possible pour qu'ils soient capables de s'épanouir. En gros, c'est ça, c'est de même ma conception. C'est un peu simpliste, mais en même temps, c'est ça. D'être capable de guider. Mais pour guider, faut qu'il y ait une relation d'établir. Quand t'as pas de relation, puis tu sais, des fois c'est difficile d'établir une relation parce que il y a une personnalité qui fit moins avec la tienne. Mais le coaching, ça veut pas dire que c'est toi qui va l'influencer direct, mais tu vas peut-être
guider cette personne-là vers la bonne ressource. Tu l'as influencé pareil, moins directement. Tu vas peut-être dire à ton adjoint, lui, occupe-toi-en. Mais c'est quand même toi qui l'a, qui a influencé cette situation-là. Puis là, ça va être l'autre qui est à côté qui va l'influencer. Puis des fois, ça va être entre les coéquipiers. Tu vas rencontrer, exemple, un de tes leaders de ton équipe. T'as un frère qui va moins bien. Bon, peux-tu faire ça, peux-tu faire ça? Fait que c'est pas direct, mais en même temps, ben, t'as guidé le groupe pour essayer d'influencer une situation ou un comportement ou justement une personnalité. Présentement, justement, je suis en train de lire le livre Le hockey, c'est dans la tête. Ouais. Je sais pas si ça dit quelque chose de Sylvain Guimont. Ouais. Super intéressant, by the way, ce livre-là, mais il en parle de ça. Tu sais, le côté communication est super important, mais surtout comment que le message est transmis, mais surtout reçu de l'athlète. Puis tu sais, juste la gestion des perceptions. Ah, ça, c'est ça. C'est que chaque personne a une façon différente de voir, de comprendre. Fait que je reviens à mon affaire du début, tu sais. Apprends à connaître tes athlètes. Qu'est-ce qu'ils vivent? Tu sais, on parlait tantôt de Dominique Ricard. Dominique Ricard, il a eu vraiment une grosse influence sur mon coaching. Parce que quand j'étais un plus jeune coach, j'étais un spécialiste de gérer des comportements. Ouais, fais pas ça, fais ça. Ouais, mais tu vas comprendre. OK. Je gérais des comportements. Il fait pas ça, c'est de même, il y a une conséquence. Fais pas ça, c'est une conséquence. Fais pas ça, une conséquence. Quand je suis arrivé à Drummondville, puis je suis sûr que s'il écoute le podcast, il va partir à rire. Eux autres, ils n'arrêtaient pas de dire état versus comportement. Puis là, je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Puis là, à un moment donné, je demandais à Dominique Ricard, je dis, êtes-vous d'une secte? C'est quoi votre affaire là, d'état versus comportement? Ben, il dit, ce comportement-là, mais on fait quoi pour gérer comment il va? Parce que la raison pourquoi que ce comportement-là, c'est à cause de son état. Fait qu'il faut que tu gères son état. Puis ça prend du temps. Parce qu'il faut que tu établisses un lien. Puis il faut que tu te questionnes, puis il faut que tu questionnes, puis il faut que tu prennes le temps justement d'interagir. Puis là, quand tu as la chance d'être un entraîneur temps plein, ben là, tu as encore plus de temps, puis il faut que tu mettes ces mécanismes-là en place. Puis c'est pas tout le temps facile. C'est facile à dire, mais c'est pas tout le temps. Puis moi-même, là, dans ma carrière de coach, j'ai pas toujours réussi avec 100% des athlètes à créer ce lien-là, puis mais c'est tout le temps dans l'intention, tu sais. Fait que est-ce que, mettons, ton passage jusqu'à aujourd'hui, disons, tu sais, la GMQ, t'as un peu appris sur la vision de comment développer les athlètes de cette façon-là? À la GMQ, surtout au voltigeur, où c'est que j'étais un petit peu plus vieux, mieux préparé, mieux accompagné, ben là, ça m'a permis d'en apprendre plus un peu sur la gestion d'athlètes de haut niveau. Justement, avec Mario Duhamel, qui était entraîneur-chef à ce moment-là, qui est maintenant dans la Ligue professionnelle, avec Dominique Ricard, qui est agent de joueur aussi, qui avait beaucoup d'expérience. Puis là, après ça, ces expériences-là, moi, j'ai pu transmettre ça dans un rôle moi-même d'entraîneur-chef avec les Cougars. Puis, mettons, la gestion de l'État, ben là, c'est vraiment quand j'ai été impliqué avec le hockey féminin que j'ai pu vraiment développer cet aspect-là encore plus humain, encore une approche encore plus, mettons, je vais dire profonde sur la gestion des personnes, la gestion des émotions. Donc, ça m'a rendu vraiment, vraiment plus complet comme entraîneur. Là. C'est vrai, on y pense pas, mais tu sais, on va en parler du hockey féminin dans pas trop long, parce que c'est un grand impact au hockey féminin, surtout en Estrie, mais c'est vrai que être dans le hockey masculin et féminin, c'est complètement différent sur ce côté-là, tu sais, le côté humain, le côté personnalité, une fille et un gars juste de base. En fait, on pense que c'est différent, mais ça l'est pas tant que ça. Ce serait bon que chaque entraîneur qui coach au masculin puisse entraîner quelques années au féminin. Toi, tu penses que ça t'a changé faire ça? Moi, ça m'a amélioré. Ouais. Mais quand j'étais dedans, je me disais peut-être que pas nécessairement. Depuis que je suis sorti, exemple, du hockey féminin, je suis vraiment content d'y avoir été. Parce que ça m'a fait progresser fois 1000 sur certains aspects de la gestion. Fait que, effectivement. Quel genre d'aspect de la gestion? Veux pas...
les femmes veulent comprendre. Mm-hmm. Puis ils posent les questions. Mais ça veut pas dire que les hommes veulent pas comprendre. C'est juste que les hommes posent pas les questions. Fait que s'ils les posent pas, puis que toi, tu prends pas le soin d'y répondre, ben les autres ont des questions. Mais ils diront pas. Ils vont juste se questionner, puis là, ça va affecter quoi? Un peu leur performance, ça va affecter leurs estimes. Alors que les filles, eux, si tu prends pas le temps, ben eux autres vont prendre le temps de venir te poser la question, puis de répondre. Fait qu'il faut que tu sois organisé, puis il faut que tu aies une réponse. Puis une réponse qui fait du sens. Puis quand tu as une réponse qui fait du sens, puis là, ils vont buy-in. Puis là, quand ils buy-in, ben là, tu as des groupes qui sont solides, vraiment. Quand tu prends pas le temps ou que tu n'as pas nécessairement de réponse ou que tu t'es pas préparé une réponse intelligente ou qui fait du sens, ben là, il va y avoir un peu d'engrenage, puis ça va être long avant que la cohésion rentre. Puis là, quand la cohésion, ben là, ça fait des sous-groupes, puis là, ça devient difficile à gérer. C'est vraiment ce que j'ai appris. Puis il faut, comme staff, faut que tu sois bien accompagné. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Valérie Bois à côté de moi, qui, au niveau de la gestion de groupe, m'a donné vraiment, vraiment du très bon feedback, m'a orienté sur plein de pistes intéressantes par rapport à la gestion. Fait que ça m'a fait progresser. Puis encore là, tu sais, plein de choses que j'ai faites que je ne ferais pas nécessairement la même fois. Je le ferais différemment, mais ça te fait questionner. Puis c'est cette expérience-là ou ce processus-là qui fait que tu chemines comme entraîneur. Si tu avais un conseil à donner pour les jeunes coachs, ça serait quoi? Tu leur dirais quoi aux jeunes coachs? Aux jeunes coachs, je dirais que l'aspect stratégique est important. Mais c'est pas ça le plus important. C'est un aspect de la game qui est important, mais l'humain, faut qu'il soit en avant. Toujours. Toujours. Quitte à faire moins de stratégie pour prendre plus soin de l'humain. Parce que quand tu prends soin de l'humain, ton niveau stratégique, il augmente rapidement. Puis la croissance de ton équipe, ben, c'est exponentiel. Si tu prends pas soin de l'humain avant les stratégies, ben, peut-être que tu vas avoir du succès rapide, mais ça tiendra pas à long terme. Alors que quand tu prends soin de l'humain, ben, puis qu'il y a un channel de discussion, puis qu'il y a de l'ouverture, puis que que tu es en mesure d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis d'essayer justement de proposer des trucs, ben, tu sais, ton aspect collectif va s'améliorer quand même. Fait que ce serait ça que j'aurais à dire. Mm-hmm. Tu sais, je suis capable de faire beaucoup de liens avec comment créer une culture, créer une certaine valeur de programme. Ouais. Dans ta carrière de coach, j'ai l'impression que tu as eu maintenant, ben, tu as un peu la réputation maintenant de bâtisseur de programme. Tu en as bâti 2. Ouais. Pourquoi bâtir des programmes au lieu de coacher juste un programme qui est déjà établi? Ben, moi, ça s'est comme un peu présenté par, je veux pas dire surprise, là, c'est pas nécessairement une surprise. Quand je suis arrivé au Harfang, il y avait déjà quelque chose qui était en place avec un partenaire sportif qui gérait, qui faisait la gestion. Il n'y avait pas nécessairement d'équipe. Puis avec l'avenue du complexe Thibault, puis aussi l'émergence des programmes scolaires avec le RSEQ, même la LHPS dans ce temps-là, où exemple, le cadet, le M15, le juvénile, où il y avait de plus en plus de ligues. Ben ça a fait que justement la vocation sport-études a pris de l'ampleur. Puis moi j'étais là en même temps que ça. Puis là ça m'a permis un peu d'explorer cette avenue de gestion là. Puis ça aussi, moi j'ai eu cette expérience-là en étant accompagné, notamment de Rémi Fontaine, qui est directeur général présentement d'Excellence sportive Sherbrooke, qui m'a vraiment beaucoup influencé sur la gestion de programmes sportifs. Puis là, ça a poussé ma réflexion. Puis en même temps que ça, quand je suis arrivé au Harfang, ben je venais de terminer, moi, mon niveau, ils appellent ça un diplôme avancé en entraînement avec l'Institut national du sport. Je venais de terminer ça, puis j'avais comme un espèce de devoir à faire un travail de fin de parcours. Puis mon travail, c'est là-dessus que je l'ai fait, sur l'organisation d'un programme sport-études. Puis là, on a commencé à se pencher sur la mission. Ensuite de ça, là, comment on voit ça? Puis après ça, de mettre des valeurs.
Puis là, ben ça m'a amené à réfléchir sur des actions à apporter. Puis là, après ça, ben j'avais la chance, moi, d'avoir une espèce de mini-laboratoire avec le sport-études où j'avais maintenant entre 6 et 7 coachs à ma charge. Donc, d'être capable d'apprendre à gérer du personnel. Puis le programme, tu sais, j'ai, oui, la réputation de construire des programmes, mais aucun programme, je les ai bâtis tout seul. Jamais. Mm-hmm. Ça a toujours été à l'aide, exemple au Harfang, à l'aide de l'équipe d'entraîneurs qui est en place, mais aussi à l'aide des familles. Tu peux développer n'importe quel programme, mais si t'as pas de soutien, si t'as pas de gens qui achètent ce que t'as à vendre, si on veut, ben le programme, il se développe pas puis il avance pas. Donc, on était capable, avec le groupe d'entraîneurs en place, de mettre une structure qui était tellement solide, qui était plus forte que moi, mettons, l'entraîneur cadre, qui était plus forte que juste un entraîneur, que juste les joueurs, que juste les parents. C'était le programme qui était à l'avant-plan. Fait que les orientations qu'on avait mis en place, c'était pratiquement impossible d'échanger parce que on prenait toutes nos décisions ensemble. C'était, exemple, on formait les équipes ensemble. C'était pas un coach qui choisissait son équipe, c'était le groupe d'entraîneurs. Fait que ça, c'était une des orientations. Puis là, on avait la même méthode d'évaluation. Puis avant de sélectionner les équipes finales, ben, il fallait se mettre d'accord, tous les coachs. Puis si on n'était pas d'accord sur un joueur, ben, on débattait très tard. Jusqu'à temps que ça c'est un exemple. Mm-hmm. Là, il y a eu plein de petites orientations. Fait que c'est comme ça que ma première expérience s'est développée. La deuxième expérience, ben là, je suis arrivé avec les Gators de l'Université Bishop où ils partaient un programme où il y avait déjà une équipe un peu club team. Un club team, là, c'était plus un peu dirigé par un entraîneur qui est bénévole, un peu payé, qui est des étudiantes athlètes qui avaient déjà joué au hockey, puis on a ça pour vous autres, ça vous tente-tu de jouer, tu sais, c'était un peu ça. Mm-hmm. Puis là, moi, la mission, ben, j'étais temps plein, puis là, il fallait bâtir vraiment un programme. Fait que j'avais le choix de prendre celle qui était dans le club team ou de recruter du début. Puis là, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par un dénommé Keith Cobelt, qui, lui, m'a influencé sur la construction d'un plan stratégique que j'avais jamais fait auparavant. Moi, là, j'avais touché, mettons, mission, vision, valeur. Puis là, avec les entraîneurs, on parlait de hockey. Puis, mais là, rendu à Bishop, là, j'avais du recrutement à faire. Là, après ça, j'avais de la gestion de budget à faire. Là, après ça, j'avais de la gestion d'équipement à faire. Là, après ça, j'avais de la gestion de bourse à faire. Ça, j'avais jamais touché à ça. Puis là, M. Courbet, lui, il m'avait demandé de bâtir un plan stratégique. Lui, il était impliqué avec l'équipe de basketball. Puis l'équipe de basketball avait eu comme une certaine croissance. Fait que je m'intéressais à ça. Puis par le lien d'un ami interposé, ben, tu sais, on discutait de structures sportives. Il m'avait dit, et tu devrais rencontrer ce monsieur-là, il pourrait peut-être t'aider. Fait que je rencontre M. Cobel, puis là, je me souviens, mon premier plan stratégique, il l'a déchiré, il l'a mis dans les poubelles. C'est pas un plan stratégique, ça, c'est des idées. Fait que là, j'étais comme, OK, ben là, plan stratégique. Fait que là, je me suis mis à faire des recherches à l'aide, justement, de podcasts, puis sur Internet, plan stratégique. Puis là, je me suis aperçu qu'un plan stratégique, ben là, ça a plus que 30 pages, là. Fait que, tu sais, chaque idée, il y a peut-être, mettons, 4 fondations, 5 fondations, puis chaque fondation a des sous-groupes, puis chaque sous-groupe a des actions concrètes à poser. Fait que là, c'est là que, exemple, qu'une de nos fondations, c'était le recrutement. Après ça, une de nos fondations à Bishop, un des défis, c'était le fundraising, ou faire en sorte que la structure financière tient la route. Après ça, ben, c'était justement le développement de l'équipe. Parce que dans ton plan stratégique, faut qu'il y ait aussi des actions reliées au sport. Ça peut pas juste être de l'administration. Fait que là, il y avait, bon, le recrutement, mais après ça, les recrues qu'on a, on les développe comment? Puis l'autre, ben, c'était, ben, sur l'échelle canadienne, là, quand est-ce qu'on se situe où, tu sais? On arrive quand, où? Puis c'est drôle parce qu'au début de tout, moi, je suis parti, moi, j'étais là 5 ans. La première année, on a joué dans la ACHA. Puis là, c'était vraiment une année d'apprentissage. Là. Je coachais encore les Cougars à ce moment-là. Fait que je coachais les deux. Puis là, j'observais. La deuxième année, j'ai décidé qu'on n'allait pas là. On a fait des matchs hors concours contre le U-Sport féminin. Puis là, c'est cette année-là qu'on a annoncé que l'année suivante,
on rentrait dans le U-Sport. Puis suite à ça, ben là, on a été capable de recruter, mais tout a parti du plan stratégique. Puis on a accompli des actions de manière structurée, réfléchie, stratégique. Wow! Ouais. Je pensais pas que c'était autant que ça. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que la vision derrière tout ça, tu sais, comme si je prends le triolet, c'est s'assurer que, en fait, le programme devienne une identité en lui-même, en fait. Exactement. Qui dépend pas de personne, en fait. Non. C'est ce que je comprends, là. Tout à fait. Puis c'est ça qui fait que, encore aujourd'hui, un programme de hockey comme les Harfans rayonne encore à l'échelle provinciale, peut-être même un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une fondation. Puis ce programme-là, il est pas pareil, mais c'est les mêmes valeurs qui sont véhiculées. L'identité a changé à travers les années parce qu'il y a eu d'autres coachs qui ont amené d'autres éléments à travers ça. Mais ça reste que quand on a parti, mettons, le 10 ans, on a mis des trucs en place qui tiennent la route encore. Puis c'est un peu ça, le projet. Le but, quand tu construis quelque chose, c'est pas de faire en sorte que quand tu pars, il tombe. C'est de faire en sorte que quand tu as laissé comme en anglais, on dit un legacy, tu as laissé ton empreinte, puis ça dure dans le temps. Puis c'est un peu ça qui, tu sais, je regarde le programme des Gators, ben moi je suis parti l'année suivante, ils ont gagné un championnat canadien. Encore cette année, ils étaient compétitifs, puis il y a encore plein d'étudiantes athlètes qui veulent aller jouer pour les Gators. Pourquoi? Parce qu'on a mis des trucs en place. Puis ces trucs-là, ben ils ont resté en place, puis ils ont créé quelque chose. Puis les entraîneurs qui sont là actuellement, ben là, ils mettent le couleur, mais ça reste que le fondement, il est là, puis il est solide, puis il perdure dans le temps. Tu dirais que c'est quoi souvent qui est, tu sais, mettons, un défi qui est sous-estimé quand tu essaies de construire un programme? Ouais, c'est une bonne question, parce que ben, je pense que c'est le temps à mettre pour planifier les choses. Le temps à mettre pour réfléchir aux actions, mais surtout les mettre en branle, parce que c'est facile de dire, bah, ben là, il faut recruter. OK. Après ça, ben là, ça prend l'équipement. Là, après ça, ça prend un vestiaire. Là, après ça, ça prend ça. Bon, ça, c'est facile à faire. Ça, c'est les 2 premières pages. Là, ça prend ça. Là, à cette heure, c'est quoi le plan? Parce que c'est ça, un plan stratégique, c'est un plan d'action. C'est quoi le plan de match pour accomplir toutes tes idées? Puis c'est là le temps, puis l'investissement, puis l'engagement qu'il faut que tu mettes. Puis encore là, je le répète, ce temps-là, cet engagement-là, mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec des assistants coachs, avec des membres de l'organisation, avec des gens qui sont déjà en place, qu'il faut que tu crées les liens. Après ça, puis il faut que tu crées des bonnes relations, parce que eux, ils vont t'aider, mais toi aussi, tu vas les aider à travers le temps. Les autres sports, tu sais, moi, j'arrive, mettons, exemple, dans le Vert et Or, ben oui, le programme de hockey, il va décoller, mais le programme de foot, lui, là, il est déjà décollé là, depuis plusieurs années, puis ils ont fait des bonnes affaires. Puis coach Régin Ball, il a déjà de l'expérience avec son staff. Fait que si moi, je crée pas de lien puis que je travaille en silo, ben eux autres viendront pas nécessairement dans mon bureau, quoique ils sont vraiment gentils puis ils m'aident vraiment beaucoup déjà. Mais faut créer ça parce que c'est la même famille. C'est juste pas le même sport. Non, exact. Puis c'est la même chose avec le coach de volleyball puis avec le coach d'athlétisme. Puis on fait toute partie de la même... fait que les autres peuvent m'influencer puis ils peuvent me guider vers les bonnes ressources. Fait qu'il faut qu'ils soient au courant du projet puis faut qu'on participe ensemble. Tu parles beaucoup de plans stratégiques depuis le début. Ouais. C'est quoi les grandes étapes, mettons, si tu avais à me faire un petit résumé sans trop rentrer en détail, là, mais mettons, ça me dit étape 1, 2, 3, s'il y en a 5, mettons. Ben, moi, je peux te parler de notre plan stratégique pour où est-ce qu'on s'en va présentement. Tu sais, le premier volet, c'est culture et structure. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Fait que c'est culture et structure. Fait que la culture, on va ressembler à quoi notre programme? À quoi on veut ressembler? Ça va être quoi l'image, là, mec, quelqu'un vienne s'asseoir à Game 1 puis qui dit, bon, ben là, OK, eux autres sont comment? Après ça, ben là, la structure, ben c'est la structure humaine. Qui va contribuer dans la culture qu'on veut faire? Fait que c'est un peu le premier volet, c'est de recruter
des entraîneurs. Le staff de soutien qui va être alentour, qui correspondent à la structure que tu veux mettre en place. Après ça, ben dans la culture, tantôt je parlais, il y a déjà quelque chose en place au vert et or. On va pas nécessairement recommencer de zéro. On va prendre ce qui est déjà en place. Fait que le vert et or a lui-même un plan stratégique. Fait qu'on a pris les mots-clés qui sont là-dedans, qui est famille, excellence, engagement. Fait que pour moi, la famille, ça me parle beaucoup. Un des affaires qui m'a frappé le plus, ici, au vert et or, je marche dans les corridors, ça doit faire à peu près 12 fois qu'il y a un joueur de football qui m'ouvre la porte pour que je rentre dans le building alors que j'ai une carte pour rentrer. Il pourrait passer droit, là. Il pourrait passer droit, mais il prend à peine de dévier sa marche pour m'ouvrir la porte. Bonjour, monsieur, puis je peux rentrer dans le building. Pas obligé de faire ça. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est de la culture. Pur et dur. Ça, c'est de la culture, ça a été mis en place. À quel point je rentre dans la clinique puis qu'il y a des athlètes de l'équipe féminine de volleyball qui me posent la question comment ça va le recrutement? Ils pourraient juste me saluer, mais ils prennent le temps de s'informer. Ça, c'est de la famille. Fait que ça, c'est de la famille, puis ça va être ça que nous autres, on va devoir mettre en place. Mais pour être capable de mettre ça en place, ça prend le staff qui partage un peu ces valeurs-là. T'sais. Après ça, l'excellence. Ben, l'excellence, c'est quoi? Ben, c'est chaque détail, chaque jour. Je vais résumer ça comme ça. Fait que chaque détail dans chaque composante. Fait que là, il faut que ça fasse partie du plan stratégique, ça aussi. Puis l'autre point, ben, c'est l'engagement. Ben, l'engagement, tu peux demander à un étudiant athlète d'être engagé, mais si dans notre staff ou dans notre façon de faire, on ne l'est pas, bon, on ne sera jamais capable d'avoir un groupe qui est engagé envers la mission, envers la vision. Fait que tout part de là. Fait que c'est, tu sais, les étapes. Fait que ça, c'est le point 1, culture, structure. Deuxième point pour partir, ben, c'est le recrutement. D'un coup que tu as établi un peu ta culture puis que tu as commencé à embaucher ton staff, ben là, rapidement, il faut se penser avec qui on veut bâtir ça. Surtout une équipe qui part de rien, avec qui qu'on veut travailler dans le jour. Quel genre d'individu? Fait que là, on a établi des profils d'individus. Fait que là, les profils, ben là, c'est bon le profil sportif, mais avant le profil sportif, tantôt je t'en parlais, stratégie, moi je veux travailler avec des humains. Fait que quel genre d'humain on veut... Avec quel genre... Fait que là, on a ciblé des capitaines d'équipe. On a ciblé on s'est informé par rapport à l'attitude, par rapport à l'éthique de travail, par rapport aux les impondérables. Fait que ça, c'est... Puis là, sont où ces joueurs-là? Fait que là, il a fallu bâtir une espèce de plan de recrutement court terme, parce qu'il faut rentrer 25 joueurs d'ici la Game 1. Fait que là, c'était quand même un bon défi. Là, après ça, ben dans les étapes de recrutement, ça prend des profils académiques. Nous, on a une mission, oui, de bâtir un programme qui est compétitif, voire un programme gagnant, mais on a aussi, avant ça, une mission de diplômer des jeunes. Fait qu'il faut qu'il y ait un profil académique. On peut pas juste recruter des joueurs de hockey. Il faut recruter des étudiants athlètes. Fait qu'il faut qu'on ait un peu le chemin de tracé pour dire, OK, sont où nos étudiants athlètes? Fait que là, il faut rechercher ça aussi. Après ça, le troisième point, ben là, ça va être le développement. Le développement de l'équipe, mais le développement aussi des individus. Que ce soit en préparation physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau collectif. Il faut qu'on ait un plan qui est là-dessus aussi. Puis le dernier point, ben là, ça va être performance. Le fameux good to great, là, ben, il va falloir arriver là. Nous, on a l'intention de monter en division 1. Fait qu'il faut absolument que ça fasse partie du plan stratégique. Puis ce plan stratégique-là, ben, c'est un plan qui est échelonné sur 5 ans. Ça se fait pas en 1 mois. Ça prend du temps, des efforts. Puis ce plan stratégique-là, ben, tu le construis d'une main, tu l'ajustes de l'autre. Puis c'est quelque chose qui est évolutif. Fait que 2 ou 3 fois par année, tu relis ton plan, tu dis, ça, on y arrivera pas cette année, ça va être l'année prochaine. Ça, on va modifier cette action-là, on va faire ça d'autres choses. Puis ça se peut qu'il y ait un point numéro 5 puis un point numéro 6. Là. C'est un plan d'affaires. C'est un plan d'affaires. Carrément. C'est un plan d'affaires. Je peux, moi-même, en étant en entreprise, ben... C'est vraiment ça que j'ai fait quand je voulais développer mon entreprise. Ça, c'est tu sais,
c'est la base, tu sais, mais c'est le fun de. C'est ça, c'est que. Tu sais, on parle souvent de. Quand t'es étudiant athlète, tu devrais te mettre des objectifs, puis tout ça, puis on comprend pas assez l'impact de prendre le temps d'écrire, je pense, nos objectifs. Ouais. C'est un peu ce que vous avez fait. Tu sais, les objectifs sont des fois difficiles à fixer. Mm-hmm. Mais quand tu t'attardes aux actions nécessaires pour y arriver, là, OK, ouais. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, je veux... mon objectif cette année, c'est de jouer c'est d'être un partant, mettons. Moi, je dis n'importe quoi, là, mais c'est d'être un partant. Bon, parfait. Ça, c'est ton objectif. Tu vas faire ça comment? C'est quoi tes actions? Donne-moi 4 actions qui vont faire que toi, tu pourrais être partant. Puis ça veut pas dire que tu vas l'atteindre l'année 1. Tu vas peut-être l'atteindre l'année 3, l'année 4. Tu sais? Mais pour être un partant, au niveau physique, tu vas faire quoi? Je vais peut-être m'engager un préparateur physique. Ça, c'est une action concrète. Ça, tu as déjà fait une démarche pour atteindre ton objectif. Mm-hmm. Après ça, ton action 2, je vais peut-être écouter plus de games puis essayer d'augmenter mon répertoire de décision ou bien de définir un peu plus ma position. Cet été, je vais peut-être patiner pour améliorer parce que pour être un top 6, peut-être qu'il faut que je produise un peu plus sur une base plus constante. Faut que je me rapproche de ça. Fait que peut-être que mes shots, mes edges, mon patin, techniquement, je vais essayer d'améliorer cet aspect-là. Après ça, moi, je vais être un leader de l'équipe. OK? Peut-être que dans mes actions, je vais m'impliquer dans la communauté. Je vais aider les autres alentour de moi. Je vais faire du bénévolat. Fait que c'est une action qui est concrète. Fait que là, ça te permet de cheminer dans tes objectifs puis de faire des petits checkbox. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment bon, ça. Ouais. Ça me fait réfléchir. C'est cool. Comment tu l'amènes? C'est gratuit. Ouais, exact. Mais tu sais, j'ai envie de te ramener sur le côté culture. C'est la base pour le reste, ce que je comprends. Mais, tu sais, une chose que je remarque, puis tu me corrigeras si jamais, là, dans le hockey, il y a beaucoup de mouvements. Dans les staffs, j'ai l'impression, puis tout ça. Puis, tu sais, où est-ce que, souvent dans le football, on va avoir une structure, puis la structure est basée sur le coach en chef qui est là. Ouais. Sauf que le coach, souvent, va être là longtemps. Ouais. Fait que il peut construire, prendre le temps de créer sa vision du programme. Ouais. Si on amène du côté du hockey, ce que je comprends, là, c'est de construire vraiment une vision pour que le programme soit une identité en elle-même. Ouais. Mais je suis sûr, comment tu développes justement ce côté-là culturel, parce que il y a beaucoup de changements aux côtés des coachs. Puis souvent, en fait, côté foot, ce qui arrive, c'est que si t'es tout le temps en train de répéter, ici, c'est de même, c'est de même, c'est de même, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment de même? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je fais une différence entre la culture d'un programme puis l'identité d'une équipe. Pour moi, c'est pas pareil. La culture du programme, là, ça va être vraiment la fondation. Là. Mais l'identité de l'équipe, ça va être vraiment ce que tu vas faire sur, exemple, la glace, en entraînement hors glace. Fait que, tu sais, comme nous, mettons la culture, tantôt, je te parlais des valeurs. Nous, là, on est dans une phase où on doit construire un programme. La prochaine phase, elle va être différente. Là, ça va être de devenir compétitif puis de devenir gagnant, en gros. Mm-hmm. Mais ça va toujours être les mêmes choses de base. Ça va toujours être la famille en premier. Après ça, l'excellence puis l'engagement. Ça va tourner alentour de ça. Puis là, avec des exemples concrets. Notre équipe, l'année 1, va avoir une identité. Cette identité-là va être en lien avec les joueurs qu'on va avoir recrutés, qui vont avoir les valeurs-là. Puis là, l'identité, ben là, ça va devenir quel genre d'équipe on veut devenir. Puis là aussi, on va se mettre des mots-clés. On va se mettre des fait que, tu sais, nous autres, on va parler de PSP. Fait qu'exemple, de jouer avec du pace. Après ça, de jouer smart. Puis ensuite de ça, d'être impliqué physiquement, d'autres d'être physique. Pace, smart, physique. Puis là, après ça, il va y avoir des actions en lien avec ça, puis des habitudes de mis en place. Puis ça, c'est là-dessus. Il va y avoir des habitudes sans la rondelle, des habitudes avec la rondelle. Puis c'est là-dessus qu'on va marteler. Puis nos valeurs culturelles, ben eux, c'est là-dessus qu'on va s'inspirer pour prendre nos décisions.
Fait qu'à travers les années, c'est comme ça qu'on va cheminer. Mais l'identité de l'équipe, elle peut être progressive. Elle, ça se peut que l'année suivante, on va ajouter ça parce qu'on a de ça à cette heure. Puis là, on va changer ça parce qu'on n'a plus besoin de le faire, c'est rendu acquis. Mais l'identité va rester, va être évolutive. Puis la culture, elle va être imprégnée, elle va commencer à s'imprégner dans le programme de hockey. C'est un peu... Je sais pas si ça répond. Ouais, non, 100%, ça répond. Je comprends, parce que l'affaire qui est le fun, c'est que là, je suis capable de faire des liens avec... Tu sais, qu'est-ce que moi, mettons, je connais de mon sport, puis le hockey, puis tout ça, puis c'est vraiment intéressant. Mais il y a une chose que ça me fait remarquer, c'est que, tu sais, au foot, il y a... Tu sais, il y a... Je sais pas combien de positions, là, mais comme, tu sais, t'as 12 joueurs en offensive, 12 joueurs en défensive. Fait que tous ces gars-là ont besoin de des teach plus ou moins différents. Spécifique. C'est ça, exact. Donc, ça fait que de base, il y a déjà plus de coachs. Fait que l'affaire qui est intéressante, c'est que j'ai l'impression qu'au hockey, souvent, tu es le head coach, tu es les assistants, mais tu n'as pas un staff de 10 coachs. Là, où est-ce qu'au foot, ça peut arriver. Fait que, ce côté-là, j'ai l'impression que l'expérience que tu crées, le fait d'avoir un petit staff puis d'être plus proche de ton équipe de cette façon-là, c'est intéressant de voir l'évolution puis la vision de comment tu développes tout ça. Parce que, tu sais, j'ai rencontré énormément de coachs dans le football qui ont tous des belles visions puis qui construisent des cultures exceptionnelles dans le foot puis qui l'ont fait puis c'est vraiment beau. Puis il y en a même qui sont en train de le construire. Mais je me le suis jamais fait expliquer de cette façon-là. Fait que c'est intéressant de voir... je sais pas si c'est plus ta façon de voir les choses ou c'est à cause du sport. Peut-être que c'est ma façon de voir les choses, mais je sais qu'il y a d'autres entraîneurs avec qui on discute souvent. C'est un petit peu le même principe. Puis, tu sais, dernièrement, on a embauché notre premier entraîneur à temps plein. Puis, tu sais, on est déjà en train de bâtir des trucs par rapport à justement qui on veut être. Là, ça va être quoi notre identité d'équipe. Puis là, va s'ajouter à ça les joueurs. Puis là, les joueurs, je veux pas dire on va essayer de les convaincre ou de leur rentrer ça, mais dans le fond, toutes nos orientations vont être en lien avec cette identité-là. Puis c'est ça qu'on va coacher. C'est ça qu'on va coacher pour qu'éventuellement, ceux qui influencent ça, ce soit ceux qui jouent à la game. Puis c'est là que, moi j'aime ça dire, quand les joueurs prennent soin d'eux autres mêmes, là, la chambre prend soin d'elle-même, là c'est là que tu as une culture solide parce qu'elle se transpose dans le temps. Fait que le prochain qui arrive, là, c'est transposé par les joueurs, là, ça devient une culture un peu dirigée par ce qui a été mis en place. Fait que c'est pour ça que ça dure dans le temps. Fait que ça n'a pas rapport avec le coach qui est, oui, un peu, mais le coach, il change, il y a encore une fondation qui est là, puis ça perdure dans le temps, quand c'est une culture qui est solide. Donc, c'est quoi que ça prend pour créer une équipe championne? Ça prend de la profondeur, ça prend du personnel, ça prend un peu de tout, je te dirais. En termes, si on part de la plus grosse photo, ça prend une culture qui est imprégnée, qui est achetée et vendue par les joueurs. Ça, c'est la première affaire. Ça prend une identité d'équipe qui est définie, qui est aussi achetée par le groupe de joueurs qui est là. Ça prend des joueurs qui sont au courant de qui ils sont. Puis je pense que dans toutes les familles, que ce soit au football, au volleyball ou au hockey, chacun a un rôle à jouer. C'est pas tout le monde qui joue les mêmes minutes. C'est pas tout le monde qui joue le même rôle. Il y en a qui, parfois, sont un petit peu plus secondaires, d'autres plus primaires. Mais ça veut pas dire que ton rôle secondaire, il est pas important. Parce que si tu joues, exemple, 8 minutes, 10 minutes par match, ces 8 minutes-là, on te les confie. Puis il y a une identité, puis t'as un rôle à faire qui est vraiment, vraiment important. Puis, quand je parle de profondeur, c'est ça. C'est souvent les équipes qui arrivent à gagner des championnats. C'est que le concept d'équipe a été acheté. Ils deviennent vraiment une famille qui est unie, qui joue les uns pour les autres. Puis, chaque joueur connaît son rôle, puis l'exécute à merveille. Puis, il y a de la profondeur. Fait que t'étais pas juste, mettons, sur
une ligne qui peut t'aider. Il y en a c'est divisé. Le leadership est partagé, il est divisé. Puis chacun est orienté vers la même mission. Hein. C'est comme ça qu'à mon avis, on bâtit des programmes champions. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé que tu as dû débâtir ce que tu avais construit? Ouais. Ah oui, c'est arrivé. C'est arrivé dans des équipes où il était déjà en place, ou une équipe qui était en reconstruction, par exemple. Puis comment tu réagis à ce moment-là? Ben, faut que tu prennes le temps. Tu sais, déconstruire pour mieux reconstruire, c'est pas nécessairement la fin du monde. Puis t'as pas besoin nécessairement, des fois on dit déconstruire, mais des fois c'est juste de réorienter. T'es pas obligé de tout enlever ce qui est en place. Des fois, c'est 2-3 trucs à réorienter, puis finalement, ça se replace, puis là, tu peux bâtir sur du solide. Des fois, ça passe par un changement, des fois, ça passe par une modification d'un rôle, une modification d'une structure de jeu. Des fois, c'est des petites choses c'est plusieurs petites choses qui vont faire que tu vas donner un deuxième souffle ou juste un autre chemin possible pour arriver à tes fins. Fait que oui, c'est arrivé. Puis rapidement, on peut se reconstruire une bonne culture d'équipe ou bien une bonne identité. Ouais. J'ai envie de finir sur le point des Gators. Ouais. Tu as bâti le programme féminin de hockey là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Will, ça serait fun que tu en parles sur le podcast de hockey féminin. Ouais. Je suis curieux de savoir à quel point c'est important de développer le hockey féminin, selon toi? Ben, on le voit là avec justement la ligue professionnelle qui, pour moi, ça faisait aucun sens que des filles, des jeunes athlètes, des femmes puissent pas gagner leur vie avec ça. S'il y a une équipe professionnelle, ben assurément qu'on doit développer les athlètes en bas âge, puis ils ont le droit d'avoir, puis c'est pas juste le droit, faut qu'il y ait des structures mises en place, puis des gens qui s'intéressent à ça, puis qui mettent des efforts, de l'argent, du financement pour que ces trucs-là, que le volet féminin puisse continuer de se construire. Et quand j'ai participé à la construction du programme à Bishop, ben on est chanceux parce que la famille Molson a supporté financièrement ce programme-là. Mais je me souviens, exemple, ça faisait partie un peu du plan stratégique. Il y a des femmes d'affaires de la région qui s'étaient mobilisées pour justement construire le vestiaire. On avait mis ça en place. Il y a de plus en plus de coachs féminins qui se développent et qui sont en mesure d'avoir des postes pas juste dans le hockey féminin, mais il y en a dans la Ligue nationale, il y en a eu dans la Ligue junior majeure un petit peu, il y en a dans d'autres ligues en sport-études aussi, mais il y a aussi des ouvertures. Moi, j'ai un de mes amis qui est assistant coach à la Force de Montréal, puis Valérie Bois, qui était mon assistante coach, qui est devenue entraîneur aux Gators, qui est maintenant avec les Sirènes de New York, donc assistante coach là-bas. Fait qu'il y a des débouchés. Elle est le coach professionnel maintenant, puis c'est une fille qui reste ici à Lennoxville, que j'ai fait déménager pour qu'elle s'en vienne adjoint avec nous autres, qui étaient dans le Richelieu, tu sais. Fait que c'est vraiment des belles histoires, mais tout ça se développe, puis c'est important de pousser en ce sens-là encore, là. Ah, wow, ça, je savais pas. Hein. Ça, c'est super intéressant. Vraiment. Tu sais, il y a tellement des belles ressources. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils ont le droit de vivre de leur sport. Tu sais, moi. C'est un must. Ils font basket, ils le font. Puis, pour vrai, ils ont changé un peu les règlements. La game est vraiment, vraiment intéressante. Il y a des mises en échec, puis ils se donnent, puis l'intelligence en jeu est là. Puis, tu sais, l'atmosphère est vraiment incroyable aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose à aller voir. Puis, tu sais, ça se faisait plus un peu dans les sports individuels. Mais tu sais, d'aller voir le tennis féminin, c'est très bon. Le volleyball féminin, c'est excellent. Le hockey féminin, le basketball, c'est des sports qui valent la peine d'être vus. 100%. Qu'on n'a peut-être pas nécessairement le réflexe parce que c'est peut-être pas encore assez mis au devant. Mais pour moi, ça fait comme pas de sens que ça le soit pas. Il faut que ça soit mis en place. Non, sérieux, puis je peux mettre du pouce là-dessus. Moi, j'étais ultra impressionné
d'aller voir l'équipe féminine de volleyball ici. Là. Je m'attendais pas à ça, pantoute. Vraiment. Ils ont le niveau est... C'est incroyable. Oui, ça n'a aucun sens. Là. Puis après ça, quand j'étais à Lennox, on allait voir les équipes de hockey, on allait voir les gars, les filles, puis... honnêtement, il y en a qui se démarquent beaucoup. Il y en a qui on va jouer dehors puis elle va me clencher bien raide. C'est pas parce que c'est une fille qui est moins bonne. Pas tout. Puis non seulement ça, mais ces filles-là là, sont engagées dans leur réussite. Ces filles-là, là, ils font les mêmes efforts en entraînement hors glace l'été avec un préparateur physique. Ils se développent individuellement avec un skill coach. Puis ils font les mêmes examens, puis ils font des tests physiques, puis ils étudient la game, ils checkent leurs vidéos, ils sont vraiment engagés dans leur développement aussi. Là. Fait que... Vert et or. La page blanche. Oh yes. Je l'ai appelé ce segment-là. Ouais. Pour la petite histoire, le Vert et or avait une équipe de hockey dans les années 60-70. Ouais. Le 3 décembre 2025, tu as nommé le premier entraîneur-chef du Vert et or hockey. Vraiment. Après 50 ans d'absence. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est difficile à dire parce que, tu sais, pas juste au Québec, là, tu sais, on regarde... Je pense que le niveau universitaire, scolaire, dans tous les sports, est beaucoup plus développé chez nos voisins du Sud. Puis je pense que depuis quelques années, ça va paraître gros, mais depuis, mettons, une quinzaine d'années, il y a eu de l'émergence dans les programmes scolaires en bas âge. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus d'équipes scolaire. Avant ça, c'était très civil. Quand moi, je jouais, là, c'était du hockey civil. Il n'y avait quasiment pas de sport-études. Puis là, ça fait des petits. Puis là, ça arrive, tu sais, avant ça, le hockey civil, au midget 3, après ça, junior majeur. Là, après le junior majeur, pratiquement plus de possibilités pour les joueurs de se développer. Plusieurs joueurs qui jouent, exemple, au scolaire, au secondaire, poursuivre dans encore moins d'équipes au niveau collégial. Pour certains, poursuivre, si on regarde le Québec présentement, 3 équipes en division 1, 4 équipes en division 2 dans une ligue qui est vieille de 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc là, on assiste vraiment, je pense, à la naissance de quelque chose. On est vraiment dans le tournant là, de quelque chose de beaucoup plus gros. Puis je pense qu'éventuellement, dans un avenir court, moyen terme, là, je peux pas te donner de scoop sur la date exacte, mais je pense qu'il va y avoir une ligue de division 1 au Québec de 6 ou 7 équipes. Puis cette ligue-là, ça va être une continuité justement des programmes collégiales, des programmes junior 3, puis du junior majeur. Ça veut dire que les meilleurs joueurs, eux vont s'en aller peut-être étudier aux États-Unis. Là, il y a peut-être un mouvement présentement. Mais les meilleurs joueurs vont continuer vers le volet professionnel. Puis les autres, là, ils vont avoir des opportunités de poursuivre leurs études de haut niveau, puis de jouer au hockey dans une ligue qui va être ultra compétitive. 20 ans, 25 ans, c'est 5 années d'éligibilité. Fait que... Pourquoi c'est pas arrivé avant? Je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'on n'était pas orienté sur ça. Mais là, je pense que c'est un must. Il faut que ça arrive. Ça va arriver. C'est juste là ça prend le temps de le mettre en place. Des fois, ces programmes-là, c'est des programmes qui nécessitent des investissements importants. Puis sans l'appui de ces investissements-là, c'est difficile de mettre ça en place. Fait est-ce que éventuellement le gouvernement va peut-être s'impliquer là-dedans, je ne sais pas, mais il faut mettre ces choses-là en place justement pour que nos étudiants athlètes puissent faire rayonner, l'université, mais 2 aussi, puissent continuer de se développer physiquement, puis d'aller à l'école en même temps. Donc, ça aurait dû être en place, peut-être, vous le disiez, mais je pense qu'on est rendu là aussi. Je pense qu'il y a plusieurs, je serais pas surpris que dans 5 ans, on se reparle, puis qu'il y ait au Québec une division 1, puis peut-être même une division 2. Puis qu'il y ait encore plus. C'est tôt que ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il s'agit juste que de mettre ça en place. Tu sais, moi, j'ai un jeune qui joue au hockey.
Puis des fois, on a l'impression qu'il faut absolument les universités payer pour l'étudiant athlète. Mais exemple, dans le hockey, je suis convaincu qu'il y aurait 20 étudiants ici que si on leur dit ça te coûte tant, tu vas jouer en division 2, puis l'encadrement, ça va être ça, qui poursuivrait qui paierait. Je suis convaincu. Puis qui ferait rayonner d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, c'est de trouver justement, tu sais, pour la division 1, je comprends. Est-ce qu'il peut y avoir une division 2 qui se développe ou est-ce qu'il y a un certain service de base puis on continue, l'étudiant paye un peu pour ce service aussi-là en même temps? Peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'on assiste vraiment à quelque chose qui est un petit peu plus gros que nous autres, là, tu sais, puis on va pouvoir justement faire partie de l'histoire, là. Non, 100%. Puis je pense que c'est bon pour le développement des athlètes aussi. Tu sais, comme tu disais tantôt, les gars, ben, c'est un développement tardif. Fait que ça se peut que les gars, ils sortent, puis ils sont pas nécessairement prêts, mais ils ont quand même l'opportunité de vouloir continuer. Puis who knows, c'est que ça va les amener après. Absolument. Puis l'autre affaire, c'est que tu développes un peu la dualité. Tu sais, je vais mettre l'école en avant-plan. Tu sais, l'étudiant athlète qui arrive ici est en train de bâtir son futur dans un cheminement donné, là, que ce soit en administration, en génie, en peu importe. Il va sortir d'ici avec, exemple, un programme coop, avec 1 an et demi d'expérience, avec un savoir, puis un réseau qui commence à être établi dans une carrière future. Puis en même temps, ben, il va continuer d'alimenter sa passion, continuer de s'entraîner, continuer d'augmenter son réseau aussi, parce qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter. Tu sais, tu peux finir ton diplôme, puis finalement, à la fin de ton diplôme, d'avoir un essai pour la East Coast League, t'es payé pour jouer au hockey. Puis là, ça peut être après ça de transférer en France, puis d'avoir un appartement où tu voyages, puis tu peux travailler dans ton domaine par la suite. Ça l'élargit ton réseau encore plus. Puis là, à la fin de ton parcours de hockey, à 30 ans, 35 ans, peu importe, ben, tu sors de là, t'as une carrière professionnelle, t'as gagné ta vie en faisant ton sport. C'est un monde, c'est quasiment le monde idéal. Là. Non, exact. Tu as joué longtemps. Tu as joué longtemps. C'est ça qui est vraiment cool. Exactement. Je pense que c'est quasiment... L'étape d'après, c'est quoi? Ben, l'étape d'après ça, c'est de redonner à ta communauté pour que ça perdure dans le temps. Exact. Tu es un diplômé de l'Université de Sherbrooke, tu as joué au hockey, tu as eu l'opportunité, puis là, après ça, ben là, tu as créé quelque chose pour le prochain. Parce que, tu sais, on parlait, il y a eu un programme de hockey jusqu'en 1975. On discute, là. Mettons que ce programme de hockey-là aurait resté en place jusqu'à aujourd'hui. T'imagines-tu le réseau, comment il serait encore plus grand? Puis ça va être un de nos défis, hein, quand on parle de plan stratégique, de lier les anciens du programme de hockey avec les nouveaux. Parce que oui, on commence, mais on recommence dans les faits, parce que ces gens-là, ils ont participé à ça aussi. Là. Puis ils sont quand même importants, même s'ils sont rendus plus vieux. Puis, tu sais, il y a, par exemple, Jean Perron, que j'ai su, qui était dans une de ces cohortes-là. Ça a quand même été le coach du Canadien de Montréal, c'est un exemple. Après ça, tu sais, il y a eu, son nom me revient pas, mais c'est un agent de joueur qui est encore impliqué, André Ruel, qui est venu ici, Charles Tifo qui est décédé, mais qui avait coaché le Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, ils ont été dans le hockey quasiment toute leur vie, là. C'est juste que le projet Vert et Or a mis pause jusqu'à tout récemment. En finissant, quand le Vert et Or sont arrivés avec l'idée du projet, c'est quoi qui t'a passé par la tête? T'as tout de suite sauté sur l'occasion de repartir un programme quand même? C'est un beau défi. Vraiment. Quand que ça a été annoncé, ils ont pris toute la communauté hockey par surprise. Là, je peux confirmer ça. C'est vrai? C'est fou. Cette journée-là, je me trompe pas, je pense que c'était le 12 août qu'ils ont annoncé qu'il y avait comme un don de M. Black accompagné de Serge Chavard ou quelque chose, un truc du genre. Puis, dans le fond, ils ont annoncé ça. Puis, on est plein de coachs qui se textaient puis disaient « T'es-tu au courant de ça? » OK, c'est bien sharp, puis fait que, tu sais, moi, rapidement, tu sais, j'avais comme manifesté l'intention d'eux. Puis là, on m'avait dit d'attendre que les postes rouvrent. Puis quand les postes sont ouverts, ben, tu sais, moi, j'ai pris le temps, ben, là, tu sais,
tu commences à comprendre que je suis un gars qui est structuré. Fait que, tu sais, j'ai pas appliqué la même journée. Là. J'ai pris le temps de mesurer, voir si... parce que c'est un processus de bâtir un programme qui prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Puis si j'étais pour appliquer, c'est parce que j'étais vraiment engagé envers le projet. Puis, après discussion avec ma famille, toute la kit, ben là, j'ai décidé de foncer. Puis, pour moi, c'était un no-brainer que ça me tentait vraiment de contribuer à ça, puis de laisser un peu ma marque aussi là-dedans, puis d'essayer de bâtir un staff qui partage la même vision, puis ensuite de ça, faire le recrutement, puis c'est ce qui est vraiment intéressant, puis ce qui me parle beaucoup, c'est que tout ce qu'on fait, ben, on le fait pour la première fois. J'ai acheté des rondelles, je pense, il y a 2 semaines, mais on n'avait pas acheté encore. L'essentiel. Mais ça part de là. Ouais, exact, ça part de exact. tout. Les uniformes, après ça, les uniformes d'entraînement. Là, après ça, là, ça prend quelqu'un qui gère l'équipement, ça prend des dépisteurs, ça prend un assistant coach, un entraîneur des gardiens, un préparateur physique. L'aréna, ça va prendre un vestiaire. Après ça, les autobus, les repas. Il y a beaucoup de trucs à organiser. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un camp à la fin mai, là, du 28 au 31 mai. No way! Ouais, ça va être le premier camp officiel. Fait que la première fois qu'on va lui parler, ça va être la première fois. Après ça, après le camp, ben là, il va avoir le retour au mois d'août. Après ça, il va avoir le premier match hors concours. Après ça, il va avoir notre première victoire. Après ça, tu sais, c'est vraiment, là, tout ce qu'on fait, ça fait partie un peu de l'histoire, là. Fait que c'est vraiment... Ouais, pour moi, c'est un privilège là, d'être ici, là, vraiment. Vraiment cool. Je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que dans le fond de toi, t'étais peut-être né pour faire ça, construire des programmes. Ça se peut bien. C'est vraiment cool. Tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité, Dominique Desmarais. Merci de t'avoir prêté au jeu, d'être venu ici aujourd'hui. Quelle discussion, man. C'était vraiment cool, pour vrai.